Dans la vidéo précédente, j'ai fait quelques remarques sur la façon d'aborder le conflit Israël-Palestine sous l'angle de la géopolitique. Nous pouvons à présent ouvrir le dossier en commençant par le terrain. Dans les deux vidéos suivantes, nous parlerons des acteurs, puis de l'évolution du rapport de force. Le terrain. Il est nécessaire de l'observer à différentes échelles pour tenter de répondre à une question. Comment un terrain aussi petit peut-il produire un conflit ayant une telle résonance? J'aborderai successivement 3 points. Premièrement, les dimensions modestes du terrain. Deuxièmement, une occupation contestée du terrain. Alors je ne parle pas particulièrement de l'occupation israélienne, de la Cisjordanie par exemple, mais de toute forme d'occupation du terrain dans l'ensemble Israël-Palestine. Enfin, troisièmement, la capacité de résonance exceptionnelle de ce conflit au plan local, régional, mondial. Des dimensions modestes et d'abord humainement. Le conflit oppose d'abord deux peuples qui ne sont pas très nombreux. Sur le territoire Israël-Palestine, il y a en gros 7 millions de juifs israéliens et 7 millions d'arabes palestiniens, soit pour chaque peuple moins de 1 millième de l'humanité. Des dimensions modestes aussi pour la taille des territoires. Mais d'abord, de quel territoire parle-t-on? Lorsqu'on porte sur cette carte un regard d'Européen, on a tendance à penser que les noms correspondent à des États s'inscrivant dans une certaine durée historique, parce qu'en Europe, c'est comme ça. La France vient du fond des âges, nous dit De Gaulle dans les Mémoires d'espoir. Eh bien, il se trouve qu'en Orient, ce n'est pas la même chose. Le territoire que nous avons là a été pendant exactement 4 siècles, de 1517 à 1917, englobé dans un seul État, l'Empire ottoman. Et avant, c'était d'autres empires, byzantins, arabes, romains, perses, égyptiens, etc. Le nom Palestine est très ancien. On admet en général qu'il vient du nom des Philistins et il était utilisé par les Romains. Mais ce nom et d'autres qui nous sont familiers, comme Syrie ou Liban, ont désigné pendant des siècles des régions géographiques et historiques aux contours assez vagues, pas du tout des États et encore moins des nations. Dans l'Empire ottoman, il y a bien sûr des divisions administratives, des vilayets, que l'on pourrait traduire par provinces, divisées en sanjaks ou districts. Mais ces divisions administratives ne correspondent pas du tout aux frontières des États actuels. Il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que l'Angleterre, victorieuse de l'Empire ottoman, se fasse attribuer par la Société des Nations un mandat sur un territoire qu'elle appelle Palestine. Au départ un territoire assez vaste, mais qu'elle décide, dès 1922, de diviser de part et d'autre du Jourdain. De la mer au Jourdain, la Palestine, au-delà du Jourdain, la Transjordanie. C'est donc là, en 1922, et sous l'autorité de l'Angleterre, que naît une entité politique qui s'appelle la Palestine. Ce territoire de Palestine est d'une superficie très modeste, 26 000 km², soit 5% du territoire de la France. La superposition des deux cartes, France et Palestine, en gardant évidemment la même échelle, est, je pense, suffisamment éloquente. On peut aussi, sur la carte de Cisjordanie actuelle, placer quelques villes du bassin parisien, en respectant les distances, bien sûr. Ou comparer Gaza et l'agglomération parisienne. La bande de Gaza, c'est en gros 3 fois et demi la superficie de la ville de Paris, la moitié de la superficie de l'agglomération parisienne.
Enfin, la palme de la petite taille revient à la vieille ville de Jérusalem, moins de 1 km², la même superficie que le deuxième arrondissement de Paris, qui est le plus petit de la capitale. Et puis on n'oubliera pas, lorsqu'on parle de la petite taille de la Palestine ou Israël, de préciser que la moitié de la superficie est occupée par le désert du Negev, où vit moins de 1/10 de la population, surtout dans les deux agglomérations de Beersheva et Eilat. Deuxième point, une occupation contestée. Je répète que je ne parle pas ici de l'occupation de la Cisjordanie par Israël, mais de toutes les formes d'occupation du sol dans l'ensemble Israël-Palestine. Elles sont toutes contestées par l'un ou l'autre des acteurs, contestées parce que contestables, contestables parce qu'elles sont le résultat de conflits qui ont fait des gagnants et des perdants qui n'acceptent pas forcément ce qui leur est arrivé. Prenons comme point de départ la fin du XIXe siècle, où la Palestine est sous l'autorité de l'Empire ottoman, et le conflit entre la colonisation sioniste et la population arabe n'a pas encore vraiment commencé. La population de la Palestine compte alors environ 600 000 personnes, dont 80% d'Arabes musulmans, 10% d'Arabes chrétiens et 10% de Juifs. C'est donc une population relativement homogène, beaucoup plus en tout cas qu'au Liban et en Syrie, où les populations sont très diverses et mêlées. Quelles sont les relations entre ces communautés en Palestine et ailleurs dans l'Empire ottoman? Eh bien, ça dépend. Il y a une alternance entre des périodes de cohabitation paisible et d'autres périodes d'hostilité pouvant déboucher sur la violence. Mais tout ceci sous l'autorité et le contrôle d'un empire ottoman qui, en principe, maintient l'ordre et le calme. Les choses changent après la Première Guerre mondiale, d'abord parce que l'Empire ottoman a été vaincu et a disparu. L'occupation de la région par la France et l'Angleterre n'est que provisoire, sous la forme de mandats donnés par la Société des Nations. On ne sait pas très bien sur quoi doivent déboucher à terme ces mandats, et donc il s'ouvre un avenir incertain devant toutes les communautés. Surtout, il y a un élément nouveau. L'immigration juive, favorisée par le mouvement sioniste, prend une importance nouvelle. Le mouvement sioniste a pour projet de donner au peuple juif un État qu'il n'a pas et de donner cet État en Palestine. Ce projet connaît un nouvel élan après la guerre, entre autres parce qu'il a reçu indirectement l'appui de l'Angleterre. La déclaration Balfour de 1917 se prononce non pas pour un État juif, mais pour un foyer national pour le peuple juif. Et après la guerre, l'Angleterre, qui administre la Palestine, y accepte l'immigration juive en application de la déclaration Balfour. La population juive, qui représentait 10% de la population avant 1914, s'élève à 20% dans les années 1930 et 33%, un tiers, au lendemain de 1945. Cette colonisation rencontre évidemment l'hostilité des populations arabes. Les premiers incidents violents éclatent en 1929 et se poursuivent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas vraiment parler de guerre civile, mais il y a une très grande violence qui fait plusieurs centaines de morts dans chaque communauté, juive et arabe, et plusieurs dizaines de morts parmi les forces de l'ordre anglaises. Au lendemain de 1945, la colonisation juive, grossie par le flot des survivants du génocide, se heurte à l'hostilité des populations arabes. L'Angleterre, débordée, remet le problème de la Palestine à l'ONU. L'ONU vote le partage de la Palestine en deux États, juifs et arabes, Jérusalem étant internationalisée.
Les populations arabes et les États arabes refusent ce projet et déclenchent en 1948, contre l'État d'Israël qui, lui, proclame sa naissance, déclenche une guerre que les États arabes perdent en 1949. En 1949, la ligne de cessez-le-feu dessine le nouvel État d'Israël, qui occupe 80% de la Palestine, beaucoup plus que les 50% décidés par l'ONU. Les grandes puissances et la plupart des États reconnaissent le nouvel État d'Israël et donc son territoire et ses frontières, mais les États arabes ne le reconnaissent pas. Les États arabes occupent provisoirement les 20% restants de la Palestine. La Cisjordanie est occupée par le royaume de Jordanie. La bande de Gaza est occupée par l'Égypte. Il faut bien souligner qu'on est là dans le provisoire, dans le contestable, résultat d'un rapport de force pouvant être remis en cause par un changement du rapport de force. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 1949 ? En juin 1967, la victoire éclair d'Israël en 6 jours sur l'ensemble de ses voisins arabes a permis l'occupation de toute une série de territoires. Pris à l'Égypte, la bande de Gaza et le Sinaï jusqu'au canal de Suez. Pris à la Jordanie, l'ensemble de la Cisjordanie jusqu'au Jourdain, y compris la partie est de Jérusalem. Enfin, pris à la Syrie, le plateau du Golan. Par définition, l'occupation militaire d'un pays par un autre est une situation provisoire. Du provisoire qui dure plus ou moins longtemps. Je rappelle que l'occupation de la France par l'Allemagne a duré 4 ans, de 1940 à 1944, et l'occupation de l'Allemagne par les vainqueurs a duré 45 ans, de 1945 à 1990. Alors, que s'est-il passé en Israël-Palestine depuis 1967 ? Israël a annexé la partie est de Jérusalem, de fait en 1967 et par une loi en 1980. Annexé également le plateau du Golan en 1981. L'ONU a déclaré illégales ces deux annexions, mais le président Trump, pour les États-Unis, les a reconnues en 2019. Le Sinaï a été restitué à l'Égypte après les accords de Camp David de 1978, restitution par étapes, complètement achevée en 1982. La situation de Gaza et de la Cisjordanie a été modifiée après les accords d'Oslo de 1993 entre Israël et l'OLP. Israël a évacué Gaza progressivement de 1994 à 2005, mais en 2007, l'organisation islamique Hamas ayant totalement pris le pouvoir et chassé l'OLP, Israël et l'Égypte installent un blocus de la bande de Gaza, blocus maintenu jusqu'à aujourd'hui. Pour la Cisjordanie, il faut changer d'échelle et se rapprocher. La Cisjordanie a été divisée depuis les accords d'Oslo en plusieurs parties. Une partie remise à l'autorité palestinienne, c'est-à-dire à l'OLP. Mais cette partie est enclavée et morcelée par des territoires qui restent sous le contrôle d'Israël. En gros, les colonies israéliennes, en développement constant, bien que déclarées illégales par l'ONU, les routes qui relient ces colonies, sécurisées et fermées aux Palestiniens. Il faut y ajouter le mur de séparation, justifié par Israël par la nécessaire protection contre les attentats terroristes. Mais une grande partie de ce mur se trouve non pas sur la frontière de 1967, mais à l'intérieur des territoires occupés, annexant de fait à Israël environ 10% de la Cisjordanie.
Pour comprendre la contestation territoriale autour de Jérusalem, il faut revenir à 1947, mais aussi changer d'échelle et se rapprocher. Nous avons ici la ville au lendemain de 1945. Mais il faut se rapprocher encore pour voir la vieille ville. J'ai déjà parlé des toutes petites dimensions de cette vieille ville, moins de 1 km². Je reviendrai plus en détail dans la vidéo suivante sur les enjeux symboliques qui se trouvent ici. Pour le moment, contentons-nous de les localiser pour souligner leur proximité et leur imbrication. Il s'agit de lieux parmi les plus saints pour les 3 religions abrahamiques. Par ordre chronologique, pour les Juifs, le mur des Lamentations, dernier vestige du temple construit au VIe siècle avant Jésus-Christ, et détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Pour les chrétiens, le Saint-Sépulcre, qui est pour la tradition chrétienne le lieu de la crucifixion et de la résurrection du Christ. Pour les musulmans, l'esplanade des mosquées, avec le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. La tradition musulmane place ici un épisode essentiel rapporté par le Coran, le voyage nocturne du prophète à Jérusalem. Une vue de Jérusalem montre bien l'imbrication des lieux saints. Ici, le mur des Lamentations. Derrière, l'esplanade des mosquées, avec la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. À 300 mètres sur la gauche passe le chemin de croix. À 400 mètres derrière le photographe, il y a le Saint-Sépulcre. Cet espace très restreint est depuis plusieurs siècles divisé en 4 quartiers, musulmans, juifs, chrétiens et arméniens. Il y avait autrefois un 5e quartier de taille très modeste, le quartier maghrébin, créé au XIIe siècle pour abriter des pèlerins musulmans venant du Maghreb. Le plan de partage adopté par l'ONU en 1947, tenant compte des intérêts très divers qui convergent sur la ville, décide de faire de Jérusalem et de ses environs jusqu'à Bethléem un corps séparé, administré par les Nations Unies. Autour, ce serait l'État arabe, comme nous le rappelle la carte générale du plan de partage de 1947. Mais le refus du plan de partage par les États arabes débouche sur la guerre. C'est donc la guerre qui va décider du contrôle de la ville et des frontières. Dès le début du conflit, en mai-juin 1948, les choses sont réglées. Les forces arabes se sont emparées de la vieille ville, que nous voyons ici sur une photo antérieure à 1947. La population juive est chassée de la vieille ville. Les synagogues qui avaient servi de point de résistance sont détruites dans les combats. Par contre, à l'ouest, les forces israéliennes ont lancé une offensive depuis la côte, sécurisé la route qui mène à Jérusalem, et elles ont pris le contrôle de la partie ouest de la ville. La ligne de cessez-le-feu, acceptée par toutes les parties en 1949, devient de fait la frontière internationalement reconnue de l'État d'Israël. On l'appelle la ligne verte. De 1949 à 1967, Jérusalem est donc une ville partagée en deux, un peu comme Berlin. Israël contrôle Jérusalem-Ouest, la Jordanie contrôle Jérusalem-Est. La frontière est hermétiquement close. Israël considère Jérusalem-Ouest comme sa capitale et y installe son gouvernement et son parlement, la Knesset. En juin 1967, la guerre des 6 jours donne à Israël le contrôle de toute la ville. Elle est annexée de fait dès 1967 et les limites en sont élargies.
En 1980, un vote de la Knesset proclame que Jérusalem réunifiée est la capitale éternelle d'Israël. Mais l'ONU ne reconnaît pas cette décision et les puissances maintiennent leurs ambassades à Tel Aviv. Israël s'efforce logiquement d'étendre son contrôle réel à l'ensemble de la ville, puisqu'il la considère comme sa capitale. La colonisation juive se développe à la périphérie de la ville. Le mur de protection enserre l'ensemble de la ville. Dans la vieille ville, le quartier maghrébin a été rasé dès juin 1967 et remplacé par l'esplanade qui permet l'accès des pèlerins au mur des lamentations. La population juive est revenue dans le quartier juif, bien sûr, mais aussi à l'est, dans le quartier arabe, aidé en cela par la loi israélienne. Enfin, la position israélienne a reçu un soutien important avec la décision du président Trump de transférer en 2019 l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et pour terminer sur cette question du contrôle de Jérusalem, notons que lorsqu'on discute d'une solution à deux États, bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais lorsqu'on discute d'une solution à deux États, israélien et palestinien, la question du statut de Jérusalem est l'une des plus difficiles à trancher. Les Israéliens considérant que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël, et uniquement cela, les Palestiniens demandant, exigeant que Jérusalem-Est soit la capitale de l'État palestinien. Troisième point, le terrain sur lequel se déroule ce conflit est doté d'un exceptionnel pouvoir de résonance. C'est-à-dire que les affrontements qui se déroulent ici, qui opposent deux peuples pas très nombreux, sur un terrain de dimension modeste, ces affrontements provoquent une onde de choc qui se propage très loin, en cercle concentrique, entraînant beaucoup de remous, déchaînant les passions et multipliant les risques d'extension du conflit. Bien sûr, ce phénomène existe aujourd'hui pour beaucoup de conflits. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, de la globalisation, de l'interdépendance généralisée et de la rapide circulation des hommes et des informations. C'est d'ailleurs l'une des remarques les plus intéressantes que fait Mackinder en 1904 dans le pivot géographique de l'histoire, qui est, je le rappelle, le texte fondateur de la géopolitique classique. Mackinder oppose l'ère de Colomb, Christophe Colomb, durant laquelle l'expansion européenne s'étend librement dans un monde ouvert, enfin librement ou ne rencontrant que de faibles résistances, à l'ère post-Colomb, où les limites de la planète ayant été atteintes, on est désormais dans un monde clos, où, nous dit Mackinder, chaque explosion de force sociale, loin de se dissiper dans l'espace inconnu et le chaos barbare environnant, se verra renvoyée, tel un écho, à partir des confins du monde, et les éléments les plus faibles de l'organisme politique et économique mondial seront détruits. Ce phénomène d'écho, qui est aujourd'hui général, est cependant incontestablement plus fort pour le conflit Israël-Palestine, qui déchaîne les passions dans le monde entier, oblige l'ensemble des États et des acteurs politiques à prendre position et présente des risques évidents pour la paix du monde. Alors, comment expliquer cet exceptionnel pouvoir de résonance ? À mon sens, par la concentration dans cette région d'enjeux qui intéressent le monde entier et qui relèvent de domaines différents, de trois domaines différents. Du domaine symbolique, culturel, religieux, on est sur la Terre sainte. Du domaine matériel,
économiques, financiers. On est à proximité d'immenses gisements d'hydrocarbures. Enfin, du domaine géopolitique, stratégique, on est à une place bien particulière sur l'échiquier mondial. Cette carte, copie d'écran du site Sailing Heaven, montre la navigation dans le canal de Suez en temps réel le 21 novembre 2023 à 11h20. Revenons rapidement, si c'est possible, sur ces trois aspects. Tout d'abord des enjeux symboliques. Ici sont nées les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam. Ici sont concentrés leurs principaux lieux saints, particulièrement à Jérusalem. Or, l'aire géographique de ces trois religions s'étend à peu près à la moitié de la population mondiale. Et pour chacune de ces trois religions, les lieux saints de Jérusalem évoquent un aspect essentiel, pas du tout secondaire ou anecdotique. Pour le judaïsme, la question de la terre promise est centrale. La promesse d'une terre est faite dès le début du texte biblique, dans la Genèse. Elle est ensuite maintes fois répétée, confirmée, précisée. L'éternité de cette promesse est symbolisée par le temple de Jérusalem, construit, détruit, reconstruit, redétruit, et dont il reste aujourd'hui comme seul vestige le mur des Lamentations, longtemps soumis à une domination étrangère, mais reconquis par l'État juif en 1967. Pour le christianisme, le message de Dieu ne s'adresse plus seulement au peuple élu, mais à toute l'humanité. Le sacrifice du Christ est le symbole de cette nouvelle alliance, et donc il n'y a rien de plus sacré que les lieux de la passion du Christ. La tradition chrétienne place ces lieux au cœur de Jérusalem, la Via Dolorosa ou chemin de croix, l'église du Saint-Sépulcre, à l'emplacement supposé de la crucifixion et de la résurrection du Christ. L'église a été construite à partir du IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin, et maintes fois rénovée et remaniée depuis. La garde et l'entretien du Saint-Sépulcre sont partagés entre les différentes églises chrétiennes, orthodoxes, catholiques, arméniennes, etc., selon un rituel très strict que personne ne doit remettre en cause, sous peine de provoquer de graves incidents. Pour l'islam, son lieu de naissance n'est pas à Jérusalem, plutôt entre la Mecque et Médine. Mais la présence de l'islam à Jérusalem affirme quelque chose d'essentiel. La continuité religieuse entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le message de Dieu est unique. Dans le Coran, la sourate du voyage nocturne symbolise cette unité. Mahomet est transporté une nuit de la Mecque à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. À Jérusalem, il dirige les prières d'Abraham, Moïse et Jésus avant de s'élever au ciel. L'esplanade, avec le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, symbolise donc cette continuité de la religion du Dieu unique, dont le message est apporté aux hommes par les prophètes de la Bible, puis par le dernier prophète, Mahomet. Est-ce que ces traditions religieuses jouent encore vraiment un rôle dans la réalité politique et géopolitique de notre monde moderne et sceptique? Alors on est bien sûr en droit de se poser la question. Mais la réponse est à l'évidence oui pour l'islam et le judaïsme, parce que dans les deux cas, la conviction religieuse rencontre un besoin politique.
satisfaire les revendications, les aspirations, les rêves de peuples dont l'identité est déterminée, en partie seulement, hein, mais déterminée quand même en partie par la religion. Dans les pays musulmans, qui rassemblent quelques 20% de la population mondiale, on regarde avec passion ce qui se passe en Palestine et à Jérusalem. Les dirigeants de ces pays sont parfaitement conscients de cette passion de leur peuple et ils doivent bien en tenir compte. Pour les Juifs, le mouvement de retour vers Israël parcourt les siècles. Il est tantôt porté par l'espérance religieuse de la terre promise par Dieu, tantôt porté par la revendication tout à fait laïque du droit des peuples à avoir un État, tantôt porté par les deux à la fois. Pour le christianisme, la réponse est plus compliquée. La foi chrétienne a été incontestablement une arme politique à l'époque des croisades, XIIe, XIIIe siècle, lorsque l'Occident chrétien s'est soulevé au cri de Dieu le veut pour aller libérer le tombeau du Christ. Cet épisode n'est pas du tout oublié en Orient. Aujourd'hui, dans les textes des mouvements islamistes, pour parler des Occidentaux, on dit les croisés. Par contre, chez nous, cet épisode des croisades paraît bien lointain et exotique. En général, la revendication chrétienne se limite à réclamer le libre accès des pèlerins aux lieux saints. Mais le christianisme fait aujourd'hui un détour pour revenir dans la géopolitique du Moyen-Orient, détour qui passe par les églises évangéliques américaines. Elles ont une lecture littérale des prophéties bibliques et affirment que le retour des Juifs en Israël est un préalable nécessaire au retour du Christ, à la fin des temps et au royaume de Dieu sur terre. Alors il y a là des questions qui sont aujourd'hui très disputées aux États-Unis et qui font partie des guerres idéologiques qui divisent la société américaine. Mais les églises évangéliques, influençant entre le quart et le cinquième de l'électorat américain, leur soutien est très recherché. Cela explique en grande partie la politique du président Trump de soutien inconditionnel à Israël et sa décision de transférer à Jérusalem l'ambassade des États-Unis. Si l'on quitte le domaine des symboles pour passer à celui plus terre-à-terre des enjeux matériels et stratégiques, on constate que ces enjeux ne se trouvent pas en Israël-Palestine, plutôt à la périphérie du Moyen-Orient. Mais le sort de pays comme l'Iran, l'Arabie saoudite ou l'Égypte est étroitement dépendant de l'évolution de la confrontation avec Israël. Rappelons qu'en 1973, c'est en prenant prétexte du soutien aux Palestiniens que les pays du Golfe ont déclenché le premier choc pétrolier. Où en est-on un demi-siècle après ce choc pétrolier? La sortie des énergies fossiles est annoncée, pas pour tout de suite. Le pétrole aujourd'hui reste la première source d'énergie, plus de 30% de l'énergie consommée. La moitié des exportations mondiales de pétrole vient du Moyen-Orient. Mais la dépendance au pétrole du Moyen-Orient s'est profondément modifiée. Depuis une douzaine d'années, la production des deux grands exportateurs, que sont la Russie et l'Arabie saoudite, cette production a connu des variations, mais pas de bouleversement. Même chose pour les autres grands producteurs du Golfe Persique, que sont l'Irak, l'Iran, le Koweït et les Émirats. Par contre, la production de pétrole des États-Unis s'est envolée. Elle a plus que doublé depuis 2009, grâce, entre autres, à l'exploitation de pétrole non conventionnel. Non conventionnel, cela signifie du pétrole difficile à extraire, avec des méthodes coûteuses et très discutables du point de vue de l'environnement,
mais c'est du pétrole tout de même, et les États-Unis ont décidé, sans état d'âme, de l'exploiter. Les États-Unis continuent d'importer du pétrole du Moyen-Orient, mais ils ne sont plus dans une dépendance totale. La véritable dépendance aujourd'hui à l'égard du Moyen-Orient, c'est celle de l'Asie. Japon, Chine, Inde. Le Japon est le pays le plus dépendant du Moyen-Orient. 80 à 90% de son pétrole, dont l'essentiel passe par le détroit d'Ormuz. Pour la Chine, la part du pétrole russe a augmenté depuis la guerre en Ukraine, avec des prix d'amis, mais le pétrole du Golfe Persique, c'est toujours en 2023 environ la moitié des importations chinoises. Même chose pour l'Inde, qui profite du pétrole russe bradé, mais plus de la moitié de son pétrole est importé du Moyen-Orient. Ni ces pays asiatiques, ni les puissances en général, quelle que soit leur situation énergétique, ne peuvent être indifférents au fonctionnement régulier de l'économie mondiale. Ce fonctionnement régulier, il passe par un approvisionnement régulier en pétrole, c'est-à-dire une production de pétrole, mais aussi des flux de pétrole, ce qui nous amène à la question des routes stratégiques. Les échanges internationaux se font pour l'essentiel par les routes maritimes. Et l'exercice de la puissance à l'échelle mondiale passe nécessairement par la maîtrise des routes maritimes, ou du moins le libre accès aux routes maritimes. On en a une illustration évidente dans la crise actuelle autour de Gaza. Les États-Unis ont voulu montrer qu'ils gardaient le contrôle de la situation en envoyant dès le mois d'octobre 2 porte-avions en Méditerranée, le Gerald Ford et le Eisenhower. Nous sommes le 23 novembre, l'USS Eisenhower s'est déplacée depuis octobre vers l'océan Indien, peut-être déjà le golfe Persique. Ce qui ne peut se faire sans le contrôle de 3 verrous, le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit d'Ormuz. Des routes maritimes, il y en a partout. Mais une peut vraiment être considérée comme la route maritime vitale. C'est celle qui fait le tour du monde en reliant les centres les plus importants de l'économie mondiale. Le Proche-Orient pour le pétrole, l'Europe, l'Asie orientale, l'Amérique du Nord avec ses 2 côtes, Est et Ouest. La circulation sur cette route doit franchir 9 verrous. Le détroit de Malacca ou Singapour, les détroits de Luzon et Taïwan, le canal de Panama, le détroit du Pas-de-Calais, le détroit de Gibraltar. Alors en voici 5. Les 4 autres se trouvent au Moyen-Orient. Les détroits turcs, Bosphore et Dardanelles, et déjà cité le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz. On peut ajouter le détroit de Sharm el-Sheikh, d'intérêt plus local, mais essentiel pour Israël et la Jordanie, puisqu'ils commandent leur accès à la mer Rouge et donc à la partie orientale de la route. Enfin, au-delà des routes maritimes, la position du Moyen-Orient sur l'échiquier mondial mérite d'être commentée. La géopolitique anglo-saxonne, de Mackinder à Brzezinski, a théorisé ce que devaient être les objectifs d'une puissance navale prétendant au premier rôle mondial. Ce qui était le cas de l'Angleterre jusqu'en 1914, puis des États-Unis à partir de la Seconde Guerre mondiale. La thèse centrale était que l'objectif essentiel restait le contrôle de l'Eurasie, non pas en la conquérant, ce qui est impossible,
mais en établissant un réseau d'alliés, d'amis, de clients, de vassaux, permettant la surveillance de l'Eurasie et évitant qu'une puissance hostile ne prenne trop d'importance sur le continent et surtout ne domine le continent. L'espace eurasiatique le plus important pour la puissance navale, Mackinder l'identifie très clairement. C'est l'ensemble des civilisations sédentaires qui se sont construites depuis des siècles sur la bordure de l'Eurasie, en résistant à la pression des nomades parcourant l'espace central aride. Si le problème principal de la puissance navale se trouve ici, alors on peut dire que le Moyen-Orient, c'est une grande partie du problème principal de la puissance navale. D'autant plus que ce Moyen-Orient est désigné par Mackinder comme la partie la plus fragile du cercle des civilisations sédentaires, la plus susceptible d'être forcée par une puissance venue de l'intérieur du continent. Je cite dans une autre vidéo le texte de Mackinder qui traite ce point. Pour terminer cette vidéo, résumons-nous. Le conflit Israël-Palestine oppose deux peuples peu nombreux autour d'un terrain minuscule. Mais ce conflit a un écho immense et peut avoir des conséquences très graves. Parce qu'il a des aspects symboliques et culturels qui concernent une grande partie de l'humanité, parce qu'il met en jeu des intérêts immenses, en particulier à travers le pétrole, parce qu'il se déroule en un lieu particulièrement sensible de l'échiquier géopolitique mondial, un carrefour de routes essentielles situé à la bordure fragile de l'Eurasie. Dans la vidéo suivante, je présenterai les acteurs du conflit, leurs intérêts et la représentation qu'ils ont de ces intérêts.